Vous écoutez Europe 1, il est 8h18, l'heure de l'interview politique. Et c'est votre invité politique ce matin, Samuel, que vous recevez, François Bayrou, le président du MoDem. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Vous avez, vous, le catholique pratiquant, assisté à la messe donnée hier soir à Notre-Dame de Paris à la mémoire du prêtre Jacques Hamel, victime du terrorisme à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et vous avez entendu, bien sûr, l'homélie très politique du cardinal André XXIII. L'opposition de la droite en a pris pour son grade, je cite Monseigneur André XXIII, « On ne contribue à la cohésion de la société et de la vitalité du lien social en développant un univers virtuel de polémique et de violence verbale. » Vous aussi, vous dénoncez ce climat de polémique, François Bayrou? Je partage ce sentiment. On a devant nous, au fond, deux exigences, deux obligations. La première, c'est de maintenir pour le pays l'unité nécessaire pour lutter contre ces horreurs. Et cette unité, elle est d'autant plus indispensable que personne ne peut avoir la naïveté de croire que le danger s'arrêtera au moment où il y aurait une alternance. Franchement, si quelqu'un croit que le risque va disparaître simplement parce qu'on aura changé de gouvernement en France, ce qui devrait être fait dans 10 mois, c'est qu'il est naïf ou qu'il ne voit pas le monde comme il est. Et donc, en fait, nous devrions être dans une situation de respect réciproque et de travail en commun, de travail partagé, de co-responsabilité. Ça, c'est la première exigence. Il y a une deuxième exigence qui est que on ne peut pas se contenter de dire que tout va bien ou qu'on fait au mieux possible et qu'on laisse les choses en l'état. Vous dites que c'est on devrait avoir une attitude. Ça oui, bien sûr. On devrait avoir. J'ai écouté François Hollande le soir de cette horreur avant-hier soir. Franchement, il n'y avait aucune piste d'amélioration des choses. Or, les choses sont à améliorer. On devrait être dans un esprit de progrès permanent et réfléchi entre tous les responsables d'aujourd'hui et de demain. François Bayrou, je vais vous demander dans un instant justement quelles sont vos propositions pour améliorer cette lutte. C'est très important contre le terrorisme dans notre pays. Avant cela, on parlait de polémique à l'instant, et vous voilà justement, vous aussi, au cœur d'une polémique. Vous avez provoqué la colère du président du comité régional de Normandie du culte musulman, Mohamed Karabila. Après vos propos sur la mosquée de Saint-Étienne-du-Rouvray, vous avez évoqué, je cite, une mosquée salafiste et une communauté fanatisée. Mohamed Karabila, lui, il dément formellement vos affirmations. Voilà. Si c'est vrai, si ce que dit le responsable de la mosquée de Saint-Étienne-du-Rouvray est vrai, personne n'en sera plus heureux que moi. Mais il y a des dizaines de journaux, vous le savez bien, qui ont dans des articles décrit ce qui à Saint-Étienne-de-Rouvray était prouvé et soupçonné par les services, puisque c'est de Saint-Étienne-de-Rouvray en particulier, ou à Saint-Étienne-de-Rouvray, que se retrouvaient dans une mosquée ou une salle de prière, je ne sais pas ce qu'il désignait, des candidats au djihad, sur place, dans cette ville. Mais vous avez peut-être entendu Olivier Falorni, qui était notre invité tout à l'heure, qui disait, qui demande la fermeture des mosquées salafistes, mais qui dit aussi, il y a aussi ces mosquées qui ne le sont pas, et autour desquelles gravitent. Ceci est tout à fait possible. Et pourquoi je suis sensible, et j'ai dit que je rencontrerai volontiers ce monsieur, tout à fait. Qui dit d'ailleurs qu'il va me rencontrer aussi, donc tout ça est très bien. Pourquoi est-ce que je suis si sensible à ça ? C'est parce que l'essentiel du travail est à faire au sein de la communauté musulmane. Ce sont les musulmans de France qui doivent veiller en premier à écarter ou à signaler ou à mettre en alerte sur des comportements qui leur paraîtront ou leur paraîtraient dangereux. Là, on est avec Saint-Étienne-de-Rouvray, c'est très important. Pourquoi ? Parce que la situation y est complètement différente de ce qu'elle a été, hélas, tragiquement à Nice. À Nice, on a un homme qui tourne à la monstruosité sans avoir d'alerte préalable. Exactement. Et là, c'est très très difficile, évidemment. voilà. Mais ici, on a deux jeunes hommes, 19 ans. L'un est allé ou est parti 2 fois pour aller en Syrie. Il a tenté d'y aller 2 fois. On l'a arrêté en Turquie, extradé en France, mis en prison préalablement. Pendant 10 mois. Et puis libéré, malgré l'appel du parquet
terroriste et il commet cette horreur. Si l'on ne voit pas qu'on a une question devant nous, alors c'est que simplement on veut se fermer les yeux. François Bayrou. Et donc il y a ça. Un deuxième qui, semble-t-il, vous venez de le dire, a été annoncé ou dénoncé par les services étrangers. Et cependant, on est passé dans une ville où on a dit les filières djihadistes se constituaient, en tout cas il y a quelques mois encore, avant de partir en Syrie. Alors on a le lieu et les personnalités signalées. Franchement, là, on est devant une difficulté que nous devons examiner tous ensemble pour savoir comment on les écarte. François Bayrou, je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant. L'essentiel du travail est à faire au sein de la communauté musulmane, au sein de l'islam. Qu'est-ce que vous pensez alors de cette idée d'un concordat vis-à-vis de l'islam? Cette idée évoquée il y a quelques jours par Bernard Cazeneuve, donc je rappelle, pour encadrer le financement des mosquées, notamment de permettre aussi un contrôle amélioré de l'État sur le culte musulman. Qu'est-ce que vous en pensez? Une bonne idée ou pas? Il y a très longtemps qu'on travaille sur ces sujets. Charles Pasqua lui-même, je veux rappeler, avait créé un mécanisme de financement qui permettait d'éviter des financements extérieurs, simplement parce que la viande halal pouvait contribuer, les produits halal pouvaient contribuer. C'est donc via une taxe sur ces produits. Il y a 20 ans. Alors, est-ce qu'il faut accélérer cette réflexion? Il est parfaitement clair pour moi que ces questions se posent. Mais il y a des questions beaucoup plus urgentes que je voudrais, si vous voulez bien, poser devant vous. Qu'est-ce qui apparaît à Saint-Étienne-du-Rouvray? C'est que nous n'avons pas de centre de déradicalisation. Le gouvernement les a promis. Le premier doit ouvrir à la rentrée. Il a pris du retard. Le premier devait ouvrir avant l'été. J'ai regardé les coupures de presse avant de venir. Il paraît qu'il est annoncé dans la région centre. Pour l'automne. Et puis finalement, ça n'existe pas et ce sera seulement quelques dizaines de places. Or, on a un effort massif à conduire parce que celui qui a fait ça, le terroriste qui est parti dans cette folie meurtrière, ce terroriste-là, on l'aurait maintenu en prison, ça ne résolvait pas non plus la question. On maintient en prison, ça met à l'abri. Mais on ne peut pas maintenir en prison, évidemment, toute la vie sans avoir matière et des raisons de jugement. Et donc, il faut à tout prix bâtir une chaîne, un réseau de centres de déradicalisation efficaces qui soit en même temps de surveillance et d'insertion, de réinsertion, de travail sur la personnalité psychiatrique, je suppose, aussi. Adapter aussi notre effort budgétaire à tout cela, parce que la construction de tels centres, par exemple, demande bien sûr de l'argent. Il faut peut-être aussi adapter notre budget, le budget de l'État, à cette menace terroriste, à ce nouveau défi. Lorsqu'on rencontre un risque et une menace de cet ordre, évidemment, il faut adapter aussi notre organisation de l'État. Parce que nous n'avons pas une personnalité en charge de la lutte contre le terrorisme, pleinement en charge et ayant en main tous les leviers. On a des services de renseignement qui sont totalement divisés, c'est-à-dire quand on est 12 autour de la table ou 15 pour que les informations passent, c'est extrêmement difficile. Je sais, vous demandez l'unité en la matière. Et vous voyez qu'il faut reconstruire une organisation de l'État à la dimension du risque et avec les moyens que le risque impose. François Bayrou, il nous reste 30 secondes. Je sais que vous êtes également sensible à ces questions. Je parle des questions autour de l'agriculture. Nous recevions tout à l'heure à 6h45 le président de la FNSEA. Vous savez que l'année 2016 se révèle être une année noire pour notre agriculture, l'agriculture française. Est-ce que vous le trouvez suffisant, le plan d'aide aux céréaliers qui a été annoncé hier par le gouvernement ? Non, je ne trouve pas le plan suffisant, mais surtout ce que je ne trouve pas suffisant, c'est l'organisation de l'agriculture totalement abandonnée au marché. Je pense qu'on se trompe parce que la production agricole n'est pas une production comme les autres. La production agricole, elle est soumise aux aléas de la météorologie et elle est soumise à la nécessité de pouvoir nourrir une population. Et c'est pourquoi je pense que cette production devrait être organisée ou devrait de nouveau être organisée avec la souplesse nécessaire pour que les échanges puissent se faire entre les pays, entre les continent, mais que cependant nous conservions le réseau de propriétés agricoles et d'entreprises agricoles nécessaires pour que la France demeure un pays agricole. Une nouvelle donne donc pour l'agriculture française. Merci beaucoup François Bayrou d'avoir été notre invité ce matin.